Hi folks, I'm your host Olivier Sissoua-Kambia et bienvenue dans Colombe Channel dans notre émission Info chez vous. Une émission d'infos, d'échanges et d'actualité, dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter un Happy New Year for 2021, une nouvelle année, de bonnes choses à vous qui nous suivez partout à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons un tout nouveau sujet pour en parler et en discuter sur ces plateaux. J'aimerais présenter les personnes qui nous font le plaisir de venir sur ce plateau. Nous recevons Grady Mouyembe, entrepreneur, leader d'opinion et coach de vie. Monsieur Grady, bonjour. Comment? Bonjour monsieur Olivier, je vais très bien. Bonne année à toi. Bonne année. Donc moi je suis Grady Mouyembe, je suis entrepreneur, leader d'opinion et coach de vie. J'ai aussi un travail, je travaille chez Amazon Web Services, une compagnie technologique ici à Seattle. Je suis là, j'aime bien les cadres, très beaux cadres. Thank you so much. Nice. Voilà, donc je suis là répondre à ton invitation pour discuter de l'actualité ici aux États-Unis et à travers le monde. Ok, that's good. Thank you so much. À ma gauche, je reçois, lui n'est plus à présenter, nous l'avons déjà reçu ici sur ces plateaux. Nous recevons encore Glory Chokama, marketing leader, project founder, podcast host and author. Wow, that's nice. Bonjour, papa. Bonjour. Je suis très content d'être là, papa Olivier. Ça fait toujours du bien d'être là avec vous ici sur Colombe Channel. Et je suis là et je suis vraiment excité. Oh, thank you so much, guys. Nous avons aujourd'hui un sujet auquel je vous ai invité pour en discuter et débattre. Aujourd'hui, nous parlerons de grands enjeux politiques et économiques qui attendent la nouvelle administration Biden. Nous avons tous suivi, il y a eu élection présidentielle aux États-Unis. Nous avons un nouveau président. Avant de commencer, un petit mot concernant si nous pouvons faire un petit récapitulateur des événements qui se sont déroulés pendant la marche qui s'est déroulée au Capitole. Un petit mot. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu toutes ces images? Je pense que la marche était vraiment quelque chose de mauvais. Je ne pensais pas qu'un bon jour que les gens iront dans les Sénats américains et détruire des choses. Et vraiment, c'était des images qui m'avaient fait mal au cœur parce que la dernière fois que les gens avaient fait ça, c'était en 1986. C'est les Britanniques, donc c'était pas vraiment quelque chose de bien. Ça fait des 100 ans que quelqu'un est parti au Sénat comme ça avec de drapeaux, donc c'était pas bien. Et oui, je pense que c'était vraiment une journée très très sombre pour la classe politique américaine, mais aussi pour la nation américaine, parce que déjà personne ne s'attendait à ce qu'il y ait tous ces gens qui avaient participé au meeting de Donald Trump allaient arriver là-bas et puis comme on dit, breach the security de la police qui est en train de protéger tous ces députés et sénateurs qui étaient là en train de voter, en train de compter le vote. Donc c'était vraiment très sombre. Personne ne s'y attendait. ok. Mais du moins, ce que je déplorais plutôt et le blâme qui est arrivé par après. Je pense pas qu'on doit nécessairement blâmer le président, l'ancien président Donald Trump. Ok. Parce que je pense pas qu'il était nécessairement la personne qui avait demandé à ces gens d'aller casser et d'aller détruire. Je pense qu'ils avaient dit d'aller là-bas et de faire pression au Sénat et à la Chambre basse de pouvoir compter le voix normalement. C'était une forme de pression. Mais comme on l'a vu dans les images, il y avait des gens qui ont cassé, puis qui sont entrés, qui ont détruit, qui sont assis sur le bureau de Nancy Pelosi, prendre des photos et tout. Yeah. C'était vraiment intéressant. Mais bref, il n'est pas vraiment à blâmer. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, c'était en 2000, je crois en 2016 ou 2015, quand il y a eu je crois que c'était Eric Garner qui avait été tué ou un autre black American qui avait été tué par un policier. Obama était là, il a parlé, il a dit des choses. Et il y a eu, à Dallas, il y a eu un Nord-Américain qui est allé tirer sur la police. Je crois qu'il avait tué 6 policiers. Wow. Yep. Mais on n'avait pas dit que c'est à cause d'Obama qu'il a fait ça.
Mais cette fois-ci, c'est un peu différent parce que le président de la République Trump et la personne qui avait organisé l'événement, il savait qu'au Sénat, ils allaient confirmer le président Biden et il a organisé cela. Je pense qu'il est à blâmer. Il doit être tenu responsable, spécialement qu'on a vu plein de choses cette année ici. Et de dire que ce n'est pas à blâmer, moi je pense que c'est à blâmer parce qu'on avait vu ça durant le débat. On a donné l'opportunité de dire au Proud Boy de ne pas faire cela, mais il a toujours continué avec ses Proud Boys. Je pense que c'est une erreur et je pense qu'il doit prendre responsabilité pour ce qui s'est passé au Sénat. Il doit prendre responsabilité pour toutes ces personnes qui sont allées là-bas pour faire le meeting et qui sont allées jusqu'au Capitole. Mais en termes de casser, en termes de commencer à voler, en termes de faire la violence contre la police du Capitole, je ne pense pas qu'il est responsable. On a toutes les images, donc on a tous les footages. Les personnes qui sont responsables doivent payer. Donc ce sont ces personnes-là qui doivent être arrêtées parce que ces gens-là ne sont pas des enfants. Ils ont plus de 18 ans, donc ils sont responsables devant la loi. Ils sont majeurs. Mais en même temps, il a incité l'événement. C'est pourquoi le Sénat est en train de l'impeach. C'est parce qu'en tant que responsable politique, dans un milieu démocratique, tu ne peux pas faire ça. Il y a un gagnant, il y a une personne qui perd, il faut avoir cet esprit de leadership, d'être là. Ok. Sur ce, je vais vous poser une question. Dans quel état politique et économique pouvons-nous dire que le président Trump a fini son mandat? Je pense que c'est la catastrophe. Je vous dis premièrement pourquoi je pense que c'est la catastrophe. Parce qu'il nous a promis qu'il y aura des gens vaccinés, 20 millions à la fin du mois de décembre 2020. C'était quelque chose qu'il avait vraiment dit. Et puis, à la fin, il y avait juste 9 millions. Moi, je me dis, mais le président a échoué. Mais nous pouvons le remercier aujourd'hui que grâce au président Trump, il a poussé qu'aujourd'hui qu'il y ait un vaccin. Ouais, je vais amateur de l'appuyer, d'avoir un vaccin. Je pense bien que c'était son boulot. C'était son boulot parce que, c'est de sa faute qu'il y a plein de gens qui sont aujourd'hui infectés avec le COVID-19. Je pense que quelque part, le président doit réfléchir et se dire if this happened, is my fault. Il doit prendre responsabilité. Il doit être ok. Maintenant sur le plan, du temps économique. Le plan économique, je dirais l'économie était en train d'aller bien avec lui au début. L'économie était vraiment en train de remonter, mais soudainement, quand Covid est arrivé, il a eu des problèmes de vraiment manage l'économie américaine. Et je pense que ce sera l'une des choses qu'il va penser, dès qu'il rentre à la maison. Ce sera vraiment des moments difficiles pour lui parce que c'était l'économie qu'il était en train de faire la marketing qu'il est un bon économiste. Mais à la fin, on a vu que quand il y a Covid, quand il y a la catastrophe, M. Trump n'est pas un bon candidat pour... on ne peut pas le blâmer pour ça parce qu'il a fait le job, comme on dit. Il a fait le job, il a boosté l'économie. Il a fait un très bon travail. Si ce n'était pas juste pour le virus, on dirait que son bilan politique et économique... pas vraiment. Il a raison. Pas vraiment parce que quand vous êtes un manager d'un business, il y a toujours des contingencies qui arrivent, de risques qui arrivent, mais il faut aussi savoir comment manager les risques. C'est dans ces essences-là que je dis qu'il n'a pas vraiment bien managé le pays parce que on savait que Covid va arriver parce que ça avait commencé en Chine. Il avait déjà une idée que ça entre de ses spreads. Il avait une idée parce qu'à chaque minute, il y a toujours quelqu'un qui vient le matin pour lui donner des informations de ce qui se passe au monde. Et avoir le Covid venir détruire l'économie comme ça et dire qu'il n'est pas responsable, je dirais non, le président doit être tenu responsable. Ok. Yes. Moi, je pense Same question. Oui, absolument. Moi, je pense que oui, le président est responsable, mais je pense que le président c'est très... Donc, il a fait du bon travail en termes de sortie de crise. Pourquoi? Parce que déjà, s'il faut voir, par exemple, les grands indicateurs économiques, il y a le GDP, il y a le marché boursier aux États-Unis, le stock market. Donc, ces deux grands indicateurs ont indiqué que l'économie était vraiment impeccable. Donc,
la propagande, qui est le média de la gauche, font, donc CNN, MSNBC et tout ça. Alors, ils font de la propagande. Ils ont fait cette propagande-là pour que Donald Trump ne puisse pas être réélu. Ok. Alors, donc, ils ont essayé vraiment de montrer que voilà, les Covid, tout ça, il y a beaucoup de morts. Alors, je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas Covid, je ne suis pas là pour négliger l'impact du Covid, mais je veux plus parler de comment Trump a réagi et comment il a mitigué face au risque qu'il y avait. Je pense que, en tout cas, c'est impeccable. Il y a eu beaucoup de millionnaires. Beaucoup de gens qui sont devenus millionnaires durant Covid. Donc on ne peut pas l'amputer, cette erreur économique, parce que, non. Disons-nous que même en Europe, les grands pays européens ont fait face à cette pandémie. Absolument. Et aucun d'entre eux, peut-on dire qu'il a réussi à vaincre cette épidémie. On ne peut pas le dire que c'est parce qu'il a mal travaillé, l'économie elle était mauvaise. Non. Je ne pense pas qu'il a mal travaillé. Je pense qu'il faut comprendre d'abord, le monsieur, c'est un type qui parle beaucoup. Donc, c'est un type qui n'est pas vraiment, comme on dit, politically correct. Alors, il dit ce qu'il pense parce qu'il n'y a personne qui le contrôle. Donc, il est contrôlé par lui-même. Which is right or bad? I will say, c'est pas du tout mauvais, mais c'est pas la meilleure des choses non plus. Parce que, après tout, il faut donc savoir comment se présenter, savoir comment dire les choses quand tu es politicien, quand tu es président de la République. Donc, le président Biden a dit que the president words matter. C'est-à-dire que quand tu es président, tu ne peux pas juste aller et dire de n'importe quoi, tout ce que tu penses. Je pense que ça, c'était quand même une erreur de Donald Trump. Mais en termes d'action, en termes de risk management et tout ce qu'il a fait, je pense qu'il a fait du très bon travail. En tout cas, les États-Unis est toujours au top de l'économie mondiale. Il y a eu beaucoup d'emplois qui ont été créés vers la fin de l'an 2020. Et voilà, donc l'économie est impeccable. Il y a aussi, il faut se comprendre, c'est que les démocrates ont fait au Congrès. Donc, ils ont bloqué le deuxième stimulus qui devrait être normalement passé depuis très longtemps. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qu'il a quand même pu faut bien s'en sortir. Mais je dirais juste pour le record que quand il était entré, il y avait plus de boulot que quand il est sorti. Donc dire qu'il a créé plus de boulot, c'est pas factuel. Donc il a laissé moins de boulot qu'il avait trouvé. Donc le nombre parle de même. Il y a plus de gens qui sont inemployés dès qu'il est sorti. Mais on espère avec le président Biden, il y aura plein désemploiements. Mais là, vous êtes en train de négliger un événement important qui est le Covid-19 qui a complètement changé la donne de l'économie mondiale. Ce n'est pas simplement aux États-Unis, partout au monde. Donc, on ne peut pas dire que voilà, c'est à cause de Donald Trump qu'il y a eu le Covid. Non, c'est carrément faux. Il n'est pas responsable du Covid. Le Covid a débuté en Chine et cela s'est propagé à travers le monde. Il y a eu certainement peut-être de meilleures mesures de prudence que chaque pays pouvait prendre pour rassurer la sécurité médicale, si vous voulez, de ses habitants et tout. Mais je pense que Donald Trump a fait du très bon travail. Bien que l'économie était par terre, il a quand même relevé l'économie. Et les grands indicateurs comme le GDP et le stock market, ben, ils sont, je connais beaucoup d'amis qui sont devenus presque millionnaires à cause de Tesla. Donc... le problème, ce n'est pas qu'il y a eu de millionnaires, parce que partout, il y a toujours des gens qui gagnent plein de millions. Mais quand il y a beaucoup qui gagnent la majorité. L'économie, c'est une économie capitaliste, donc il y a toujours de cas de millionnaires qui s'est fait. Mais en tant que président, tu n'es pas le président des millionnaires, tu es le président de toute la nation américaine. Et quand il y a peu de gens qui deviennent millionnaires et il y a beaucoup de cas de Covid, on s'est dit que c'est successful. Je me dis non, parce que tu es manager de people. The people, okay. People, the people. Ok, thank you, that's good point. Pour vous qui nous suivez chez vous à la maison, l'émission est en live, vous pouvez nous écrire, nous poser vos questions, nous allons faire l'effort d'y répondre et puis demander à nos débatteurs ici de vous répondre. En lingala bato nyonso bozolanda biso na bandako na bino bokoki kotindela biso ba question na bino lelo tozolobela élection États-Unis mais ba enjeu politique ezo kozela
l'administration Yasika Oezo Eyambi Kotina aux États-Unis. Ma deuxième question est celle-ci. Quels sont les enjeux politiques qui attendent la nouvelle administration Biden? Je pense que l'une des enjeux politiques qui attend M. Biden, le premier cas, c'est le Covid. Il doit vraiment bien manager les Covid parce que c'est une crise humanitaire au pays et il doit vraiment faire des efforts que quand il finit son mandat, que ce soit que le Covid doit finir aux États-Unis. Et je pense que l'autre problème, ce sera aussi de naviguer avec le Sénat, parce que le Sénat, c'est 50-50. Aussi de trouver bipartisan way de vraiment bouger le pays forward. Ce sera aussi l'économie, le troisième point. Il doit vraiment faire en sorte que beaucoup de gens prennent back their job et qu'ils puissent créer plus de boulot. Et ce sera aussi le secteur de l'énergie, comment il va intégrer son agenda énergétique pour avoir plus de boulot dans les domaines énergétiques. Et le dernier point que je pense que ce sera vraiment aussi l'une des challenges, ce sera comment il va faire en sorte de créer plus de equity en matière de quoi ici, de wealth in America. Donc, ce sera vraiment intéressant de voir comment il pourra amener ces 4 à 5 points. Ça, c'est presque la politique interne. Okay. Mais par rapport à la politique extérieure, parce qu'on l'a reproché au président Trump pendant son mandat, l'image de l'Amérique a été vraiment détériorée, right? Je prononce bien le français, et été abîmée. Et puis, qu'est-ce qu'il fera? Ouais, en matière de la politique internationale, c'est vraiment sur son agenda aussi d'aller et de refaire quelque chose de bien pour l'Amérique, pour que les gens puissent avoir une très belle image de l'Amérique, parce que c'est que le président Trump avait fait, ça a vraiment déstabilisé en quelque part l'image que le monde avait de l'Amérique. Et vraiment, on doit rentrer. J'ai beaucoup aimé parce que quand il a pris le pouvoir, il a signé 3 documents. Et ces documents, c'est vraiment important sur le Covid, sur l'accord de Paris qu'on doit réentrer. Okay. Et je pense que c'est quelque chose de bien. C'est un départ, mais en même temps, on doit d'abord manager ici à la maison. Il y a plein de gens de Covid. Et je pense que c'est la place de commencer. Ok, Monsieur Grady, la question que je vous posais de savoir, est-ce que le président Biden est l'homme du job? C'est lui qui est, il fit pour faire ce job, faire face à tout ce qui attend l'Amérique qui doit faire face? Bon, je pense qu'il a été élu comme président, donc on doit présumer qu'il sera capable de délivrer le résultat. Mais il y a beaucoup de challenges pour revenir à la question. Donc, comme le Covid, comme Glory le disait, le grand problème serait la distribution de vaccins. Okay. Et déjà, ça semble être un peu... donc, il semble avoir de points d'interrogation là-dessus parce que qui sont censés avoir les vaccins en premier. Bon, je ne dis pas que je suis pour le vaccin ou contre, mais je vais juste te dire qui sont censés l'avoir en premier et qui sont censés l'avoir en dernier. Donc, il y a un grand débat là-dessus. Les gens parlent, non, il faut d'abord qu'on puisse vacciner frontline workers. Donc, ce sont les docteurs, infirmières, infirmiers et tout. Donc, le corps médical doit être vacciné en premier et ensuite, nous allons voir aux autres. Mais il y a ceux qui disent que non, on veut que ce soit ceux qui travaillent dans de grocery stores et first line. Voilà, first line, teachers, tout ça. Donc il y a beaucoup de différentes voix et chacun a son opinion. Donc je ne sais pas qu'est-ce que lui va faire, comment il va se décider. Parce que déjà, Donald Trump, avant qu'il ne quitte, il avait déjà vacciné à peu près 9 millions de personnes. Et il vaccinait à peu près 500 000 personnes par jour, okay, à peu près. Et eux veulent doubler ça à 1 million par jour, ce qui est une très bonne chose. Mais ça sera maintenant la question de savoir qui sera, quelles sont ces personnes qui seront vaccinées en premier. Parce qu'il y a aussi ceux qui disent que non, le noir et le minorité américaine doivent être vaccinés en premier. Et donc voilà, donc il y a toute cette grande point d'interrogation. Alors je pense que ça sera peut-être le challenge parce que je pense que toute voix qu'il va prendre, il sera critiqué. Si on disait que non, on veut d'abord que Frontline les ait en premier, les gens diront que non, voilà, tu es en train de laisser les minorités, tout ça, ce sont les minorités qui ont été frappées beaucoup plus fort par le Covid.
Et s'il a du côté de minorité, on va l'appeler woke, donc une personne qui est juste là pour essayer de, comment dire, race better. Alors, donc il y a tous ces challenges-là. Alors, il doit maintenant être stratégique comment il va s'y prendre pour la vaccination. Il y a ces grands enjeux. Dans la politique interne, ici, on dit que l'Amérique, elle est complètement divisée. Okay? Après ces élections, certains disent qu'il n'a pas vraiment gagné. Yeah. Crois-tu que c'est l'homme de la situation aujourd'hui qui dit que je veux réunir l'Amérique? Crois-tu qu'il fera le job? Bon, je pense que ça c'est une très bonne question. Je pense que ça va vraiment dépendre de médias. Parce que le président, il peut dire ce qu'il peut dire, mais si chaque jour le média américain, que ce soit de la gauche ou de la droite, ils ne sont pas en train de chercher mais les médias ne font que rapporter ce qui se passe, disent la vérité. Nous sommes un média aujourd'hui, ici nous sommes assis, nous ne pouvons pas dire des choses qui ne se font pas ou non plus toujours être, pour une personne, même quand il fait mal son job, we need to bring the news and talk the truth, right? Yes. Je pense que la grande différence, c'est qu'il y a une grande différence entre M. Biden et M. Trump. Okay. Avec M. Trump, on sait que c'est quelqu'un qui rencontre des histoires. Il est vraiment... Il peut promettre... il peut vous promettre le ciel, mais... Et il réalise. Quelque chose il a réalisé énormément il a promis, ce qui n'est pas le cas de nos politiciens congolais. Il est là, il promet, mais il ne réalise rien du tout. Bon, la différence entre M. Biden et M. Trump, c'est que M. Biden a été avec le gouvernement pour plus de 36 ans. Il a servi dans plein de différentes positions du gouvernement. Il a servi avec les gens qui étaient républicains. Et John McCain même était l'une des personnes qui ont bien travaillé au Sénat américain. Donc, il a vraiment un bagage d'expérience politique. Et aussi, il a travaillé en tant que vice-président. Il sait comment ça marche quand tu es président de la République. Il a servi M. Obama et puis maintenant c'est lui qui est le président. Et je pense qu'avec cette expérience, avec cette expérience, il est la personne pour le boulot. En matière Covid, en matière économique, il sait les in and out. Il sait qu'est-ce que le républicain aime, qu'est-ce que le démocrate aime, comment on peut travailler ensemble. C'est pourquoi son message, c'était un message de l'union. C'était un message qui a uni la nation. Je pense que c'était vraiment un message que l'Amérique avait besoin. Je pense pas que son message a déjà uni la nation. Oui, c'était un message d'union, mais je pense pas que la nation est déjà unie. Okay. Parce que j'avais une idée que je suis en train de développer avec mon épouse à la maison. On parlait de comment unir la nation. Ce que j'ai compris, c'est que le média américain joue un rôle très puissant en termes d'unir la nation, n'est-ce pas? Donc il y a ce qu'on appelle les pundits. Donc, vous parlez que les médias sont là qui reportent. Bon, il y a ce type de médias qui reportent, sont le newsroom, mais il y a aussi les pundits, et ils sont là pour, ce sont les opinions. Donc, ils sont là pour dire leurs opinions, et ils sont soit de la gauche ou de la droite. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tous ces pundits-là sont vraiment divisés, ils sont très polarisés, et ce sont eux qui polarisent la nation. Et ce qu'on remarque, est que même dans des newsrooms aujourd'hui, news comme CNN et tout ça, ils sont là vraiment en train de polariser, même dans les newsrooms, ce qui est vraiment étonnant. Même avec Fox, donc je ne suis pas en train de dire qu'il est simplement de la gauche ou la droite. Mais moi, je disais ceci, je disais que on doit comprendre que le deux classes, donc il y a les conservateurs avec la droite, et puis il y a les progressistes avec la gauche. Si vous commencez à comprendre les extrêmes gauche et les extrêmes droite, vous allez remarquer que l'extrême gauche et l'extrême droite ont le valeur que le démocrate, qu'on appelle le dixicrate, avait lors de la période de l'esclavage et lors de la période de Jim Crow. Okay. C'était quoi? Lors de la période de l'esclavage, les démocrates étaient des racistes, n'est-ce pas? Ce sont eux qui ont favorisé l'esclavagisme, ce sont eux qui ont voulu garder les Noirs américains en esclavage, et ils n'ont pas voulu leur accorder la liberté. Alors, il a fallu que Abraham Lincoln, qui était le premier président élu républicain, qui a vraiment misé de sa vie pour libérer
l'homme noir aux États-Unis, n'est-ce pas? Mais il faut aussi comprendre que là où on est, si aujourd'hui vous parlez des extrêmes, il faut comprendre qui a commencé les trucs des extrêmes. Oui, mais c'est le président Trump. Non, c'est faux. Je vais en venir. Si tu me laisses le temps de finir, je vais en venir. Parce que sa campagne, depuis sa campagne, il avait commencé à diviser. Et si aujourd'hui la nation est vraiment Ce sont les médias qui ont divisé. Non, c'est quand tu peux regarder ses mots, c'est qu'il a parlé, c'est qu'il a dit. Bon, peu importe, mais moi, où je veux en venir, c'est que l'extrême droite, n'est-ce pas? Enfin, d'abord, quand vous comparez l'extrême droite et l'extrême gauche, vous allez remarquer que ces deux extrêmes ont un même agenda. Et c'est l'agenda que les démocrates avaient en 1860 lors de la période de l'esclavage et aussi après l'émancipation qui a eu lieu en 1863. Il y a ce qu'on appelle la période de Jim Crow qui se faisait au sud où il y avait la ségrégation ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Alors, ces démocrates-là, en 1860, étaient contre le noir. Et puis, les mêmes démocrates en 1950 ou 1920, ils étaient des socialistes, n'est-ce pas? Donc, il y a eu le président Franklin Delano Roosevelt qui avait les Green New Deal. Donc, c'était vraiment... Il y avait des ambitions socialistes. Pas seulement ça, FDR, c'est Franklin Delano Roosevelt, était aussi ami à Mussolini. Et ils étaient même en train de courtiser le nazisme en Allemagne. Donc, vous allez comprendre que le Parti démocrate était un parti vraiment qui a vraiment une histoire très difficile à avaler, n'est-ce pas? Et je dirais que on ne peut pas aujourd'hui qualifier un parti totalement de son leader ou bien du passé. Par exemple, je ne peux pas dire que tout républicain est comme Trump et believe on what Trump believes in. Je dirais que aujourd'hui, la partie républicaine qu'on a de M. Trump is not the Republican Party that people sign up for. Et c'est la même chose quand je regarde le Parti démocrate avec M. Biden. C'est qu'il apporte dans les partis démocrates, c'est différent de ce qu'Obama a apporté, c'est différent de ce que M. Bill Clinton a apporté. Mais c'est ça les problèmes. C'est ce qu'on appelle qu'il faut regarder the man of the age. The time is now. Et aujourd'hui, ce n'est pas le Parti démocrate. The time is now, but right now, what we can see is that far left and far right, really, they're the same people. C'est pourquoi même ce qui est lié au Capitole, moi je pense qu'en réalité, il y a vraiment, ça sent l'extrême gauche. Parce que la droite n'est pas comme ça, la droite n'agit pas comme ça. Pourquoi? Pour finir, parce que avec mon point, donc l'extrême droite et l'extrême gauche sont les mêmes personnes, ils sont contrôlés par les mêmes personnes qui vont contribuer pour que les gens puissent aller marcher quand il y a mort des Noirs américains tués par un blanc ou par un policier. Sont les mêmes personnes qui ont, je parie, je présume, qui ont aussi contribué à ces gens-là d'aller au Capitole et puis de détruire. Parce que ce sont les mêmes agendas. Donc d'un côté, il y a le socialisme qui va détruire la nation américaine et puis il y a aussi le racisme qui aussi a détruit et qui continue à détruire la nation américaine. Donc comment tu peux t'imaginer que par exemple le drapeau confédéral qui l'extrême droite utilise comme symbole de la droite ou de l'extrême droite aujourd'hui, c'était un drapeau démocrate que les démocrates utilisaient en 1860 pour faire la sécession. Comment un drapeau démocrate, un conservateur qui c'est des républicains, l'utilise comme étant un symbole de sa liberté? Ça n'a aucun sens. Donc ça sent vraiment que l'extrême gauche avec le socialisme qui sont d'autres des mauvais, où ils ont pris une page du livre du nazisme et du fascisme, ils veulent maintenant l'unir avec l'extrême gauche qui est un groupe extrémiste raciste. Moi je dis que si le président Biden veut unir la nation, il doit condamner les deux extrêmes. C'est très simple à faire. Parce que quand vous remarquez, un conservateur démocrate et un conservateur républicain, ils sont presque la même chose. Ils ont peut-être des divisions en termes de peut-être immigration, ou peut-être spending bill, ou des histoires très simples qui ne vont pas vraiment amener les gens à se battre et à s'entretuer. Je pense qu'il doit miser sur ça pour unir la nation. That's good point. J'aimerais qu'on reste sur la vision politique parce que le président Biden aujourd'hui a fait des promesses pendant sa campagne sur le plan politique. Il a promis l'immigration pour tous. Je ne sais pas, croyez-vous qu'aujourd'hui
les républicains peuvent accepter de se dire qu'il y aura 11 millions de sans-papiers qui seront bientôt légales. Croyez-vous que cette pilule peut être facilement avalée? Du côté des démocrates, je ne pense pas que ça sera facilement avalé. Et même aussi le dossier de l'immigration, c'est vraiment un dossier compliqué parce que ça a aussi changé de camp à plusieurs reprises. Au départ, vers les années 50, 60, tout ça, les républicains étaient champions de l'immigration. Ils voulaient que les immigrants viennent aux États-Unis parce que les immigrants pouvaient travailler avec une main-d'œuvre moins coûteuse. OK. Alors que les Américains voulaient faire l'union, tout ça. Et les républicains étaient contre ça. Et aujourd'hui, ça a basculé donc, sur les démocrates qui sont pour l'immigration et les républicains sont contre l'immigration. Mais je pense que moi, je suis pour l'immigration. Nous sommes tous immigrants ici. Donc, je pense que ça sera quand même une bonne chose à faire. Et je pense que les républicains, ce qu'ils doivent faire, ils pensent que leur première raison, c'est de dire que non, tous ces immigrants-là, une fois qu'ils sont américains, ils vont voter pour le démocrate et les républicains ne vont jamais devenir gouverneur ou sénateur ou président de la République aux États-Unis. Ce qui est faux, c'est que les républicains doivent faire. Ils doivent donc créer une campagne qui va attirer les immigrants vers les partis républicains parce qu'ils ont de quoi à donner. Mais ils sont juste très faibles en termes de marketing. Donc, ils doivent vraiment prendre une page du livre des démocrates pour essayer de faire du marketing auprès des immigrants, afin que ces immigrants-là puissent aussi comprendre et savoir que non, le Parti démocrate n'est pas nécessairement un parti qui est contre le pauvre, parce que c'est ce que c'est dit, n'est-ce pas? C'est plutôt un parti qui est pour le pauvre, afin que les pauvres aussi deviennent riches, comme ceux qui sont déjà riches. Ok, good point. Même question pour vous. Glory, pensez-vous que, parlons un peu de cet agenda politique de l'immigration, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui nous suivent actuellement se disent que finalement, j'aurai des papiers. Je suis content que le président Biden passe, et puis nos papiers seront... non, it's gonna be alright. Croyez-vous que c'est une bonne idée? À peine entré, dire que je vais donner 11 millions de personnes de documents au moment qu'il y a il y a eu la Covid. Il y a beaucoup des Américains qui ont perdu leurs emplois, ils ont perdu leur maison, ils n'ont plus d'économie et ils se disent qu'il y a un président qui vient, il se dit qu'il pense d'abord aux autres. Il ne pense pas aux Américains, like c'est Americans don't first. Non, le président pense des Américains. Il entend de penser ce qui est bon pour l'économie américaine. Parce qu'il y a eu plein de gens ici en Amérique qui ont leur papa, maman, mais ils n'ont pas des documents. Et ça fait plein de temps. Le président Obama avait essayé de faire quelque chose avec les DACA pour qu'ils puissent avoir l'habilité d'aller travailler. Pouvez-vous expliquer le DACA? Qu'est-ce que c'est? De travail. C'était un ordre présidentiel pour aider certaines minorités de groupes de personnes qui puissent avoir l'accès au boulot et d'avoir accès vraiment à l'économie. Mais ce que le président Biden a besoin de faire, c'est de donner a path to citizenship. C'est ces groupes de personnalités. Donc moi je pense que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée parce que ce n'est pas fair d'être dans une société où les uns profitent de cette wealth qui est dans l'Amérique sans pour autant regarder l'autre qui est en train de souffrir, mais qui est là sur terrain. Je pense qu'on doit vraiment aller au-delà de valeurs politiques et de voir l'humain pour humain et de dire this is my brother, this is my sister, let's make something happen. Je pense que c'est ce que le président Biden est en train de faire et je pense que les signants en premier jour, il envoie un message à tout le monde que oui, c'est sérieux et j'ai besoin que ça puisse arriver en Amérique. Et puis, je pense que c'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Oui, je vais juste te dire, moi aussi, de mon côté, je soutiens vraiment le président Biden dans cette initiative de pouvoir donc accorder le papier à tous ces immigrants qui sont en majorité asiatiques. Mais il n'y a pas que des Asiatiques, il y a aussi des Africains. Il y a beaucoup d'Africains qui sont sous les DACA. Donc, ça sera vraiment quelque chose à louer si cela pouvait se matérialiser le plus tôt que possible. Ok. Et sur le plan économique, il a aussi promis beaucoup, il mettra de l'argent à table. Et puis, bon, une grande somme, 1,400 for people, Zoyana Bank. Donc, qu'est-ce que vous dites pour ça? Vous ne voyez pas que
il y a ceux qui disent que cet argent n'est pas directement aux gens qui en ont vraiment besoin. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont gardé leur standing de vie. Okay? Cet argent-là peut être mieux distribué. Tout le monde n'a pas besoin de recevoir ou bien d'avoir ces $1,400. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que tout le monde en a besoin. Pourquoi? Parce que tout le monde a été frappé par le Covid. On peut pas faire les tri. Le problème, c'est que quand on commence à faire les tri, ça crée des problèmes. Il y a ceux qui vont manquer, ceux qui vont dire que non, j'ai eu peu et tout ça. Je pense que si on peut garder the same level playing field, où tout le monde aura le même montant, je pense que ça sera beaucoup mieux que de faire des programmes. Et puis moi, j'ai soutenu Andrew Yang, sa candidature à la présidence, parce qu'il avait cette idée de Universal Basic Income. Donc, où tout Américain devrait normalement gagner $1,000 par mois. C'était sa 1600 proposal de sa candidature. Alors, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Donc, pourquoi? Parce que le programme n'ont vraiment pas d'effet quand vous avez beaucoup de programmes. Parce que ces gens-là qui vont faire des programmes, ils sont très lents à pouvoir délivrer sur leur programme. Et même d'abord, ils se donnent des salaires de $150 000 par an, $200 000 par an comme étant chef de programme. Et après, ils auront des assistants, ils vont engager beaucoup de gens déjà qui vont déjà prendre un bon montant du programme. et ils ne vont jamais délivrer les résultats au peuple américain. Donc, je pense que quand l'argent va directement au peuple américain, c'est beaucoup mieux. Chaque personne sait qu'est-ce qu'il a besoin. C'est pas un programme c'est pas toi qui va me dicter que non, voilà, tu as besoin de ça. Non. Je sais ce que j'ai besoin, donne-moi l'argent, je sais quoi faire avec. Donc, je salue l'initiative que d'ailleurs Donald Trump avait déjà voulu initier. Donc, avant qu'il puisse quitter le pouvoir, lui, il avait demandé $2,000, n'est-ce pas? Et c'est la même initiative que Biden a pris. Si vous voulez parler d'une initiative bipartisan où les deux partis politiques peuvent travailler ensemble, c'est sur ça, parce que Donald Trump voulait qu'il y ait un chèque de $2,000 qui devait être envoyé à chaque taxpayer aux États-Unis. C'est ce qui va se passer, donc c'est vraiment très bien. Je salue l'initiative en question de Joe Biden. Je sais que vous voulez répondre. Si je peux ajouter et puis ajouter quelque chose. Okay. Au-delà de $1,400, il y a certaines propositions qui ont été mises à table. Pouvez-vous nous dire quelles sont les propositions que vous savez? On a bateau bazola nabiso siko, ils peuvent se dire, à part le $1,400, qu'est-ce qu'il attend financièrement de cette nouvelle administration Biden? Premièrement, je dirais, j'agrée avec Grady. C'est une très bonne initiative de donner les gens directement l'argent au lieu de créer des programmes et des processus. C'est trop bureaucrate, ça prend trop de temps. Je pense qu'envoyer les chèques directement dans les banques à compte des gens et envoyer un chèque, c'est plus simple. Et je pense que tout le monde en a besoin. Et donner $1,400 à tout le monde, je pense, c'est la meilleure manière de faire les choses. Parce que tout le monde est participant de l'économie, donc ils doivent prendre quelque chose de cela. Et en matière de trucs que les gens doivent attendre à propos du président Biden, je pense que c'est d'avoir quelqu'un qui est à la tête de l'État, qui comprend le peine de la population et qui est là et pour réagir en même temps. Excusez, il y a une personne qui nous appelle là actuellement, qui va être en ligne. Je demande à la technique si nous pouvons recevoir cet appel. Yes, allô? Allô? Yes, allô. Bonjour, bonsoir. Vous pouvez vous présenter? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est la sœur Pétrice. Je suis en train d'appeler juste pour réagir par rapport à la question de l'immigration. Ok. En tout cas, je pense que quelque chose d'autre est ajouté un peu par rapport à ce que Grady a dit à propos de l'immigration. Nous devons se connaître que l'immigration booste l'économie. Okay. Donc, quand Biden est en train de dire qu'il est en train d'offrir 8 years of citizenship, ça permet à ceux que les gens qui sont illégalement ici en Amérique puissent aussi payer leurs taxes. Okay. Parce que jusque-là, nous avons beaucoup d'immigrants qui ne sont pas légaux, mais ils sont en train de travailler, ils sont en train d'avoir de l'argent et ils ne payent pas les taxes.
au moment que nous tous, les gens qui ont le papier, qui ont le document, sont en train de travailler et sont en train de payer le taxe. Alors, pour aider aussi booster l'économie, pour aussi aider enfin que le gouvernement puisse avoir aussi un peu plus de l'argent de point de vue des taxes, ils doivent permettre aussi à d'autres immigrants de pouvoir être légaux, de travailler normalement et puis amener aussi leur argent aux taxes pour pouvoir contribuer au bien-être de tout le monde. Ça, c'est le premier point que j'allais un peu souligner, que nous ne puissions pas oublier cela. Okay. Et puis, un autre point que je voulais aussi souligner avec l'immigration est que quand vous donnez l'opportunité à tout le monde d'avoir le papier, les gens qui qualifient, d'avoir le document légal dans le pays, ces gens-là peuvent créer les entreprises parce que maintenant, là, ils sont légaux, ils peuvent faire le business. Ces gens-là peuvent aller à l'université, comme actuellement parlant. Les gens qui sont le plus éduqués, ce sont les Africains. Majorité, ce sont les Nigériens. Les jeunes Nigériens sont en train d'aller aux universités, ils sont en train de faire de grandes choses. Alors, quand vous permettez aux immigrants d'avoir le papier légalement, leurs enfants peuvent aller à l'école, leurs enfants peuvent devenir quelqu'un très important dans la société et tout ça contribue dans la société. Alors, j'allais seulement ajouter un peu ce point-là pour que nous ne puissions pas aussi oublier que l'immigration, ça a beaucoup de l'avantage dans l'économie. Donc, c'est un peu ça. Okay, merci beaucoup. Oh, that's good. That's nice. Merci d'appeler et puis d'intervenir. L'émission est en live. Nous pouvons recevoir tous les appels, même le message sur notre page Facebook. Ça, c'est un good point. Vous avez quelque chose à ajouter? Yeah, c'est un peu ça. J'allais seulement ajouter, mais sinon, en tout cas, good job. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Yeah. Bye. Bye. Ok, ça c'est un très bon point que la dame vient de dire, qu'aujourd'hui, s'il y a les immigrés qui viennent dans ces pays, ils pourront travailler, ils pourront payer leurs taxes. Bon, au même moment, bon, je crois qu'elle est partie, j'allais la poser la question que je vous ai posée actuellement. C'est une bonne initiative, mais c'est un peu aller un peu trop à la besogne parce qu'il y a épidémie, les gens ont perdu leurs emplois, les Américains n'ont plus de travail, n'ont plus d'économie, et puis directement quand vous venez ajouter beaucoup de gens dans le marché de l'emploi diminue. On n'est pas encore sûr quand est-ce que la machine américaine pourra répondre à 100% pour provide tous ces emplois à tout le monde, à tous les Américains. Je pense que en matière d'économie, avoir les gens, c'est un asset. Parce ce sont eux qui vont produire l'économie. Par exemple, quand on a plus d'employés pour Amazon, ça veut dire qu'Amazon va créer plus d'argent, c'est-à-dire il va servir beaucoup de gens. Et de plus, on a plus de gens, de plus on crée une économie qui est robuste, on peut vraiment avoir une compétitivité en matière internationale. Et je pense qu'avoir plus de gens, regarder... Parce que beaucoup de gens peuvent les regarder. Oh, il y a plus de gens, il y aura plus de compétition pour avoir un boulot. Non. Quand il y a plus de gens, la compétition, elle est bonne pour avoir plus de gens qui puissent créer plus de compagnies, plus de boulot pour tout le monde. Je pense que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de positif. Parce que si on a moins de gens, c'est là où on y va vers la crise. Donc, on a besoin de plus de gens qui soient là. Et puis, les gens amènent des idées, ils amènent de compagnies, ils amènent de boulot. Et puis, c'est comme ça, petit à petit, qu'on va recover, on aura plus une économie qui sera robuste et une économie qui sera forte. Okay. Pour peut-être intervenir après Pétrice, je pense que oui, elle a fait un très bon point là-dessus. Donc, le grand problème qui aura lieu ici, ça sera au niveau au niveau politique. Parce que du point de vue économique, du point de vue donc business et tout, en tout cas c'est parfait. Les immigrants ont moins de crime que même les Américains, donc il n'y a vraiment aucun problème d'accorder à ces immigrants leur papier afin qu'ils puissent devenir aussi américains dans peut-être 2-3 ans s'ils sont qualifiés. Mais ce sera du point de vue politique. Alors ce qui va se passer à ce niveau, ce sera que le républicain ne voudront pas que cela puisse arriver. Pourquoi? Parce que ils vont penser que ces gens ici, même s'ils vont ajouter de la valeur économique à notre nation,
ils vont voter démocrate. Ok. Et vu qu'ils vont voter démocrate, ça va complètement nous mettre dans le chaos. Et alors, ce qu'il faudra maintenant faire, ce que les républicains doivent faire, c'est aussi aller vers la même personne. N'est-ce pas? C'est le capitalisme, n'est-ce pas? It's a free market. Et le free market, c'est pas seulement en termes de business, c'est aussi en termes de politique. Donc, ils doivent aussi aller et puis affronter ces immigrants, leur dire que voilà, nous sommes les républicains et voilà nos valeurs. Et d'ailleurs, pour vous dire, la majorité des immigrants ont des valeurs qui sont républicaines, des valeurs conservatrices. C'est juste que les républicains ne le connaissent pas. Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas vraiment attachés aux immigrants. Okay. Et je pense aussi la plus grande chose à retenir, c'est que le républicain, ils avaient le Sénat, ils avaient la présidence, ils pouvaient passer cette loi-là et aider les gens d'avoir des documents, mais ils n'ont pas fait cela. C'est quelque chose de volonté, c'est quelque chose d'avoir quelqu'un qui a ce qu'on appelle en Amérique the will to do it. Et je pense que Trump voulait le faire. Trump voulait le faire. Trump avait dit que je peux donner a pathway to citizenship to DACA if you give me the wall. And that never happened. Mais lui, il est en train de négocier le vie des gens. Mais il faut négocier parce que... Et la différence avec M. Biden, is right there c'est là sur les papiers, il a signé. Et l'une des choses que je vais compléter aussi, c'est il y aura $15 across America. Donc ça va venir. C'est quelque chose qu'ils vont débattre. Et puis je pense que c'est extra quelque chose de bien de voir. Et ça va aussi booster l'économie. Plus d'argent dans les poches des gens et plus de inflow. C'est juste comme on avait vu à Seattle ici, quand ils ont augmenté à 15 et tout le monde respire. Pour revenir à la question de l'immigration, donc Donald Trump a voulu donner le pathway to citizenship. Pourquoi? Parce que en ce moment même, il y a déjà une crise au niveau de la frontière sud, là vers Texas et puis vers Arizona, Californie. Pourquoi? Parce qu'il y a des caravanes qui sont déjà en train de venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que tous les immigrants maintenant ils ont la nationalité, donc c'est maintenant une voie facile, n'est-ce pas? Okay. Et ils sont là maintenant, ils viendront en masse. Pourquoi? Parce que maintenant il y a un moyen facile de devenir américain et puis de bénéficier du rêve américain. Alors, je pense que l'initiative de Build a Wall, qui derrière était l'initiative de Barack Obama, mais il wasn't championing it lors de sa campagne. Pourquoi? Parce que ce sont des idées qui sont impopulaires. Mais Donald Trump, parce qu'il dit ce qu'il pense, voilà, il avait dit qu'il non, I want to build a wall. Mais Barack Obama avait déjà l'idée de construire le wall, même tout le cage que nous voyons là au sud de la frontière mexicaine. Barack Obama avait cette idée-là. Donc, le problème, c'est à ce niveau-là. Comme ça, moi, je pense que Donald Trump avait une bonne idée. Quand il a dit « Give me the wall, I give you DACA », c'était une très bonne idée que les démocrates pouvaient prendre. Mais les démocrates ont refusé. Pourquoi? Moi, je pense qu'ils ont refusé parce qu'ils n'ont pas voulu que l'une des legacies de Donald Trump soit d'accorder l'immigration au DACA. Parce que ces DACA-là, maintenant, elles vont voir Donald Trump comme les Noirs ont vu Lincoln. Et ça sera chaotique pour les démocrates. Alors, ils n'ont pas voulu ça. Ils ont bloqué, même si l'idée était très bonne. L'idée de construire Build a Wall, it's not a bad idea. It's a very good idea pour essayer d'arrêter le flux migratoire qu'il y a au sud de la frontière. Mais aussi, il faut comprendre qu'il a eu son mur. Je vois que ce sujet... Il n'a pas donné ça aux gens. Parce qu'ils n'ont pas dealé. Je vois ces sujets, il y a tant à dire, tant à discuter. Vraiment, merci beaucoup. Un dernier mot. Je commence par Gloria, un dernier mot. Nous arrivons à la fin, malheureusement, de notre émission. Il y a tellement à dire, beaucoup à discuter, à vous informer. Mais bon, malheureusement, nous sommes à la fin. Qu'est-ce que vous dites? Un dernier mot, je dirais à tout le monde qui est à la maison et qui nous suit, de donner la chance au président Biden. C'est quelqu'un qui va vraiment travailler dur pour la nation américaine. Et j'aime bien qu'il est une personne qui a une vision qui inclut tout le monde. Même si vous êtes africain, vous êtes américain d'ici, donc le plan c'est pour tout le monde. Et je pense qu'il est la personne du moment. Et c'est un peu ça. Thank you so much. Et puis, un dernier mot, je veux dire que donc voilà, toute personne qui vit aux États-Unis, donc who's a US person, qui vit des papiers ou non, donc vous vivez dans the best country in the world. This is exactly where you are. So, and regardless of politics, your life depends on you. Okay. Right? Change is not going to come from the White House, but from your house. So, donc, le changement ne viendra pas de la Maison Blanche. Le changement viendra de ta propre maison.
fais ton lit après que tu sois réveillé et va au travail. Donc, peu importe la situation politique du pays, nous vivons dans un environnement économique qui permet que tout le monde puisse strive et puis avoir du succès. Donc, il ne faut pas vraiment s'attarder à ça. Non, voilà, il y a ceci, il y a cela. Mais en tout cas, je salue vraiment le président Biden avec ces initiatives qui vont vraiment aider la population africaine, surtout la population de la diaspora africaine, avec le $2000 qui va accorder, donc dont il va ajouter le 1400. Il y a aussi, il propose $600 en employment insurance, 12 weeks paid leave, tuition free college, to cancel student loan debts, and minimum wage to $15 an hour. Je suis pour toutes ces initiatives. Je pense que ce sont des initiatives qui peuvent vraiment changer la donne. Et si nous, Africains, qui sont de la diaspora ici, peuvent vraiment comprendre ces enjeux et puis en tirer profit, ça sera vraiment une bonne chose. Une dernière chose aussi, c'est que Joe Biden a un plan de pouvoir donner un fonds de 30 milliards de dollars pour le secteur privé qui va être spécialisé pour les femmes et pour les personnes des minorités. Donc, si tu es africain et tu as un projet ou une start-up que tu veux commencer ici aux États-Unis, donc tu es vraiment avantagé en ce moment. Donc, vas-y, informe-toi sur le projet et puis donc il y a des fonds qui sont disponibles pour commencer ta petite entreprise. Donc, c'est vraiment intéressant. Thank you so much. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Sans vous mentir, en préparant même l'émission, j'étais très content, vraiment exciting. Pour toutes les personnes qui nous suivaient, j'aimerais finir cette phrase Maloba Oyo en Lingala. Vraiment, homme politique na biso na ba Congo, il faut ba yeba kozwa exemple na ba batumoro oyo ba linimboka na bango. Ezaka likamu ya maloba te, ezama kamukaka ya kobundela te nga parti politique on azolia au parti politique na ozwa non. Eloko ye na pouvoir oyo kosala nini. Eloko nini ozobundela libumu na yo te, ozobundela famille na yo te, ozobundela peuple congolais pour peuple congolais mutu etche na place wana. If you cannot do the job, just leave. Okay, just leave. That's the way I'm thinking. Vraiment, c'était un plaisir de nous recevoir chez vous à la maison. Please, guys, allez sur notre page Facebook, allez sur notre chaîne YouTube. Il y a tant des émissions que nous vous proposons. Et puis, au plaisir de vous revoir à un autre numéro. Et puis, bye, guys. See you. Okay, thank you.